poste de radio à côté de l'Altaïr et il se mettait à jouer de la musique. Tout à coup, on a entendu The Fool on the Hill. C'était un son de boîte de conserve qui sortait de la radio, mais qui, c'était évident, était provoqué par des impulsions d'ordinateur. Tout le monde s'est levé en applaudissant. J'ai proposé de décerner à Steve le prix de la grande cruche percée pour avoir trouvé un usage à un bidule inutile, mais je parie que personne ne m'a entendu. C'était très excitant. La première chose que l'Altaïr ait vraiment faite. Pour améliorer les performances de l'Altaïr, il lui fallait un langage de programmation, une version du BASIC adaptée au petit ordinateur. Mais cet interpréteur BASIC n'existait pas encore parce que les experts s'accordaient à penser que même le BASIC n'était pas assez basique pour tenir dans la minuscule mémoire de l'Altaïr. Les experts avaient tort. L'homme qui apporta cet interpréteur BASIC à Ed Roberts revient aujourd'hui à Albuquerque. Cette fois dans son jet de 15 millions de dollars. Alors on déplie le tapis rouge. Paul Allen, cofondateur de Microsoft avec Bill Gates, est venu participer aux festivités du 20e anniversaire de l'Altaïr. Thanks, David. Un jour à Boston, j'ai vu sur la couverture d'un magazine la photo d'une machine qui ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé. Je l'ai acheté tout de suite et je me suis précipité chez Bill. Il était en train de jouer au poker comme d'habitude et de perdre de l'argent comme d'habitude. Enfin, pour la dernière fois. Paul m'a montré la photo, c'était clair, cette entreprise aurait besoin de logiciels. Bill a dit « Ok, on va appeler ces gens-là pour voir si cette histoire est vraie. » Ça commençait à bouger, comme on l'avait prévu depuis longtemps. Et cette industrie naissante n'allait pas attendre pour démarrer que j'ai terminé mes études à Harvard. Alors on a appelé Ed pour lui dire qu'on avait la version basique qu'il fallait pour sa machine, qu'elle était presque prête et qu'on voulait faire une démo. On a écrit un interpréteur basique et Paul a sauté dans un avion. Il a quand même dormi la veille et moi j'ai travaillé toute la nuit pour tout vérifier et revérifier. Je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. On n'avait jamais fait tourner le programme sur un vrai micro. Paul était très nerveux. On voyait qu'il se demandait si ça allait marcher. Aussitôt dans le bureau, il a commencé à charger les bandes perforées. J'étais mort d'angoisse. Je me disais, ça ne va pas marcher. Et ça a marché. Et ça a été capable de faire quelques trucs simples. Ça a été fabuleux quand Paul a appelé pour me dire que ça avait marché du premier coup. On a vu s'écrire « Memory Size ». Quoi? Ça a écrit quelque chose? C'était incroyable, le fait que ça ait réellement fonctionné. C'était une percée. Peut-être que Microsoft n'existerait pas si cet écran ne s'était pas animé. Tout pourrait être différent aujourd'hui. Après ce premier succès, Bill Gates sent qu'il doit agir vite s'il veut s'implanter dans la future industrie micro. Il abandonne ses études de mathématiques à Harvard et part pour Albuquerque rejoindre Paul Allen. Ils se sont installés dans un motel en face de Beats, le Sundowner, fréquenté surtout par des prostituées et des dealers. Ils écrivaient la version complète du BASIC pour l'Altaïr. Petit à petit, Microsoft est né ici, à Albuquerque. On a embauché des copains de lycée et on s'est tous entassés dans cet appartement.
On était très jeunes. J'avais 19 ans. Alors on était bourrés d'énergie. Ils ont travaillé très dur en écoutant de la musique très fort. Parfois j'étais obligé de sortir de leur bureau parce que la musique était trop forte. On sortait seulement pour aller à la pizzeria et voir des films d'action. Ils travaillaient toute la nuit. Parfois j'arrivais le matin et je trouvais Bill qui dormait par terre. Je connais encore le code source par cœur. On faisait notre travail avec amour. On peaufinait tous les détails. Et ce perfectionnisme a payé. Enfin doté de son langage de programmation, l'Altaïr devient vraiment utile. Des programmes sont écrits, des jeux, des traitements de texte, des programmes de comptabilité. En moins d'un an, des dizaines d'autres sociétés se mettent à fabriquer des micro-ordinateurs. Même s'il passe inaperçu parce qu'il ne s'adresse encore qu'aux amateurs bien informés, le marché du micro est né. Nous avons créé une industrie entière et personne ne nous en accorde le mérite. Rien n'existait, logiciel, matériel. Il n'y avait rien de structuré. C'était une époque passionnante. On a organisé la première convention d'utilisateurs où on discutait de ce qui les intéressait. Des entreprises de produits auxiliaires apparaissaient, comme IMSAI ou Processor Technology. On les a oubliés depuis, mais on leur doit les modestes débuts de l'industrie micro. Les premiers ordinateurs individuels étaient vendus par correspondance, des réseaux fermés que seuls les amateurs connaissaient. Pour qu'ils puissent toucher le marché du grand public, il fallait que la bonne parole technologique soit plus largement diffusée. C'est là que vont intervenir les hippies californiens qui trouvent que les micros, c'est comment dire, le pied. From the safety of secret committees, they talk about the danger of war. Le mouvement hippie a débuté quand j'étais à la fin de l'adolescence. C'est une culture que je connais très bien. À la base, on trouve l'idée que la vie peut offrir autre chose que ce qu'on voit tous les jours. C'est la même idée qui pousse les gens à vouloir devenir poètes au lieu de banquiers. Je trouve ça merveilleux. J'ai la certitude qu'on peut intégrer cet état d'esprit dans des produits fabriqués en usine et que les gens sentent la différence. Pour vous aider à assimiler la philosophie hippie, je vais me déshabiller. Je suis chez Jim Warren, et quand on rend visite à Jim Warren, on est obligé de se mettre à nu. Il refuse d'accorder des interviews en dehors de son jacuzzi. On l'aura compris, Jim Warren est un hippie depuis toujours. Mais un hippie qui a fait fortune, en organisant la West Coast Computer Fair, sorte de Woodstock informatique annuel. À l'époque, c'était quand même le plus grand salon de micro-informatique au monde, et c'est là que les micros ont vraiment commencé à se vendre. Jim est persuadé que la contre-culture des hippies californiens a joué un rôle moteur dans l'évolution des micros. L'idée dominante, c'était le partage. On partageait sa cam, son lit, sa vie, ses espoirs. Cet esprit communautaire se retrouvait aussi au club Homebrew. Dès que quelqu'un résolvait un problème, il fonçait au club. Et pendant la réunion, c'était du genre « Vous savez ce problème qu'on n'arrivait pas à résoudre? J'ai trouvé la solution. Je suis pas un type génial ?» Je maintiens que ce qui a permis un développement aussi rapide de la technologie, c'est cet esprit de partage. Tout le monde était gagnant. De ce grand bouillon d'idées a surgi Apple Computer. Ses fondateurs, deux jeunes qui viennent de passer leur bac, ne ratent pas une réunion du club Homebrew. Le génie de la technique coule dans les veines de Steve Wozniak, surnommé le magicien Woz, et le génie des affaires dans celle de Steve Jobs. Steve Wozniak a bricolé sa propre machine. Il l'apporte au club pour épater ses copains.
J'étais trop timide pour prendre la parole pendant les réunions. Mais après, les gens venaient voir l'ordinateur que j'avais construit. Chaque semaine, je l'améliorais un peu. Je les laissais se servir du clavier et je leur expliquais comment ça marchait.